Et le Tonnerre, l'un des plus gros navires de la Marine nationale, a fait relâche aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Le bâtiment de projection et de commandement était venu prêter main forte aux sinistrés de l'ouragan Irma. Nous irons à bord avec nos co-reporters dès l'ouverture de ce journal. Et l'aide humanitaire ne faiblit pas pour aider les sinistrés de Saint-Martin, surtout quand les sociétés de distribution se joignent au combat. Linda Kayarci en a rencontré une qui a choisi le Rotary Club pour acheminer sa marchandise à bon port. La CAF part en croisade contre les fraudeurs en Guyane. Fausse déclaration de revenus, dissimulation d'emploi, 1,8 million d'euros ont été escroqués aux allocations familiales l'an dernier. L'organisme a signé une convention avec la collectivité territoriale afin de renforcer sa capacité de sanction. Et le lambi, la star des assiettes des fêtes de fin d'année, est de retour sur notre table. Avec l'ouverture de sa pêche, les amateurs de ce mollusque vont se régaler. L'occasion pour nous de vous mettre l'eau à la bouche à la fin de ce journal, juste avant d'aller dîner. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Mais avant de développer tous ces titres, un mot sur cette disparition. Le trompettiste Édouard Hignol, plus connu sous le nom de Café, s'est éteint aujourd'hui. L'homme était malade, handicapé par la vie et ne se produisait plus. Qu'à cela ne tienne, il a su imposer sa marque et laisse au patrimoine musical de la Guadeloupe un héritage fait de volupté, d'anticipation et de tendresse. Café, c'est aussi celui qui a osé suivre sa propre voix en puisant dans le registre du gros cas moderne, dont Gérard Loquel est le grand maître. Si Café savait manier l'humour et décrire avec justesse nos imaginaires parfois compliqués, il est bon de rappeler qu'une de ses chansons avait conduit le préfet à fermer Radio Guadeloupe lors des émeutes de juillet 1985. Et le bâtiment de projection et de commandement au Tonnerre, l'un des plus grands navires de la Marine nationale, a fait escale ce matin à Pointe-à-Pitre. Celui-ci est en provenance de Saint-Martin, où il avait été missionné pour amener du matériel et des hommes pour aider à la reconstruction de l'île. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Le bâtiment de projection et de commandement est en escale à Pointe-à-Pitre pour s'avitailler. Basé à Saint-Martin, suite au passage des ouragans Irma puis Maria, à bord de ce navire, il y a tous les moyens matériels et humains afin de venir en aide aux sinistrés. Nous sommes arrivés ce matin à Pointe-à-Pitre pour charger du fret humanitaire, pour poursuivre notre mission. Mission qui a débuté le 23 septembre à notre arrivée à Saint-Martin, pour pouvoir dans un premier temps décharger du matériel lourd du génie de l'armée de terre, mais également d'autres matériels de soutien, du fret humanitaire, des hydrographes de la Marine nationale, des plongeurs démineurs de la Marine nationale, pour pouvoir contribuer au rétablissement des infrastructures à Saint-Martin. Le temps d'un chargement et il repart pour sa mission dans les îles du Nord et à la Dominique. On reste le temps du chargement pour pouvoir charger du fret humanitaire ici en Guadeloupe. On va également débarquer un peu de matériel. On a débarqué des véhicules du RSMA ce matin. Une fois le chargement terminé, on va faire route vers la Martinique. Au passage, on va déposer du fret humanitaire à la Dominique. En Martinique, on va également procéder à du chargement. Et ensuite, on appareillera vers Saint-Martin. Et au passage, on déposera de nouveau du fret humanitaire à la Dominique avant de reprendre la route de Saint-Martin pour continuer notre travail dans le cadre du rétablissement sommaire de l'île de Saint-Martin. Depuis le début de sa mission, le 23 septembre, le Tonnerre a acheminé 528 hommes, 90 véhicules et 4 hélicoptères pour mener à bien la reconstruction de Saint-Martin. Et les initiatives citoyennes pour venir en aide aux Saint-Martinois continuent à voir le jour en Guadeloupe. Les particuliers ne sont pas les seuls à faire le geste, les entreprises aussi s'y mettent. Exemple avec cette société de distribution spécialisée auprès des professionnels de la restauration qui a choisi le réseau du Club Rotary pour acheminer ses dons. Reportage Linda Kayarci. Dès demain, toutes ces denrées alimentaires de première nécessité seront acheminées à Saint-Martin. Sur place, c'est le Rotary Club de Lille qui sera en charge de la distribution. Comme vous le savez, nous sommes un club service, 8 clubs services. Donc chaque Rotarien a mené des actions individuelles dans leur club respectif. Mais il était important pour nous de mener une action commune, donc les 8 clubs. Et donc nous nous sommes mis en action à chercher les entreprises donatrices. Toutes les denrées ont été données gracieusement par une entreprise de distribution. Un maillon de plus dans la chaîne de solidarité
suite au passage d'Irma. Et nous sommes un groupe qui est installé dans tous les dom-toms. Nous sommes sentis vraiment concernés par ce ravage qui a été fait par le cyclone Irma. Et nous avons choisi le Rotary Club parce que c'est un club bien structuré et qui certainement amènera les produits dans les foyers Saint-Martin. Mission accomplie pour le Rotary Guadeloupe qui, à travers ses actions, encourage l'éthique professionnelle et fait progresser l'entente et la paix dans le monde. C'est 1 200 000 membres quand même dans le monde, 34 000 clubs. Et nous ne sommes pas une organisation humanitaire, nous sommes une organisation qui met à disposition les compétences d'experts et son réseau. Donc nous aidons justement des associations, des organisations non gouvernementales humanitaires. Nous leur donnons la possibilité d'aller au bout de leurs actions. Le Rotary Guadeloupe compte aller encore plus loin en mettant en place une plateforme de crowdfunding téléphonique baptisée Allô combien tu donnes. Objectif, récolter des fonds pour de nouvelles actions à destination des îles de la Caraïbe. Et ce mardi 3 octobre célébrait la Journée mondiale de l'habitat, un enjeu de taille pour nos régions. Avez-vous confiance dans notre habitat pour nous préserver des ouragans majeurs? Linda Kayarsi et Karen Diamin vous ont posé la question. On écoute vos réponses. Non, moi je pense qu'il va falloir qu'ils fassent des maisons avec antisismiques et puis surtout résistantes aux ouragans, quoi. Parce que sinon, ils vont avoir des problèmes dans les années à venir. Il y a des gens qui ont construit des maisons, qui ont fait des surélèvements et les maisons se tassent. Et ils vont avoir des problèmes un jour ou l'autre. J'ai une maison en dur, bien sûr, mais je crois qu'elle n'est pas du tout antisismique. Hein, et ça le mériterait. Donc je pense qu'on devrait revoir quand même les constructions en Guadeloupe, quoi. Quand on voit ce qui s'est passé à Saint-Martin et à la Dominique, par exemple. Alors nous sommes obligés de revoir ça ici, chez nous aussi, hein, parce que ça pourrait aussi arriver chez nous. Les maisons sont construites normalement, si c'est construit par un architecte. Mais sinon, si c'est des maisons construites comme ça, sans de compétences, donc c'est sûr que ce ne sera pas... Mais bon, là, je n'ai pas eu de dégâts, donc ma maison est bonne. Mais je préfère vous dire que si les maisons sont construites... Enfin, il faut peut-être que les architectes vous revoient aussi quand même, hein, parce que par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Martin, je pense qu'il faut qu'ils revoient les choses. Voilà. Mais sinon, construit par un architecte, ça devrait aller. Certains endroits, oui. Comme sous la Grande Terre, après le cyclone Hugo, ils ont bien construit, ouais. Vous pensez qu'il faudrait faire appel forcément à un architecte? Oui. Même sous Saint-Martin, il faut bien construire, il faut passer par des architectes qui savent comment il faut construire leur maison, pour le cyclone, même pour les séismes aussi. Je ne pense pas beaucoup parce que bientôt on nous dit qu'on aura des cyclones un peu plus forts. Ça dépend du vent parce que les hommes ils sont un peu dépassés aussi par la nature parce que c'est la nature. On ne peut pas vraiment dire si on a des maisons vraiment solides parce que aussi il faudra aussi voir un architecte, je ne sais pas, il faudra recontrôler encore des trucs. Parce que regardez, on dit à Saint-Martin, c'est pas solide, mais il y a certaines personnes qui ont de l'argent, qui ont dû construire des grosses baraques, et quand même ça a été cassé. Et vous avez vu, il y a l'hôtel, il y a tout ça qui a été cassé. Alors, ça dépend de la nature. Et pour aller plus loin sur le sujet, l'un des plus grands architectes de la Guadeloupe nous a rejoint sur ce plateau. Michel Corbin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous l'avez vu, les Guadeloupéens n'ont pas l'air forcément rassurés. Ont-ils raison de l'être ? Moi, je pense qu'il faut profiter de ce genre d'événement pour faire comme en 89 à Hugo, pour faire le point sur ce qui s'est passé. Et en somme, il faut revoir la conduite des chantiers. Les normes sont suffisantes, il faut les appliquer. Il faut faire du bon travail avec du bon sens. Je pense qu'on a tous les instruments, on a tout ce qu'il faut pour faire un travail de qualité actuellement. Michel Corbin, on a entendu un commentaire assez interpellant tout à l'heure dans ce micro-trottoir. Cette dame qui dit que les architectes finalement doivent revoir leur copie. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé à Saint-Martin, 80% du bâti s'est écroulé, comment on l'explique ? Mais écoutez, il est trop tôt pour expliquer ce qui s'est passé, la situation. Alors c'est un peu moins que 85%, il semblerait que ce soit moins, ce qui est mieux. Mais ce qui est déjà énorme. Il y a des anomalies, il y a des choses qu'on a observées sur, par exemple, un certain nombre de maisons assez sommaires, construites sommairement, qui n'ont pas bougé, d'autres, en principe, plus solides, qui ont été ravagées. Donc, il faut attendre. C'est un petit peu trop tôt. Il faut faire un bilan.
Et il faut travailler, comme on a fait en 89, avec des ingénieurs, avec des architectes. Mais moi, je pense que imaginer qu'il faille encore ajouter des normes, c'est excessif. Nous en avons suffisamment, mais il faut encore les appliquer. Et à mon avis, il y a un défaut de surveillance des chantiers, globalement. Vous l'avez dit, vous avez fait référence d'ailleurs à Hugo, 28 ans après, peut-on dire que nous avons tiré les bonnes leçons de cet événement, de cette catastrophe? Je pense, oui. Mais il va falloir faire de l'urbanisme. Il y a une chose qu'on oublie, la construction c'est une chose, l'urbanisme c'est autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas moi, Saint-Martin, quand j'étais gamin, j'ai eu l'occasion d'aller, ça fait longtemps. Mais Marigot était un marigot, on a construit dans un marigot, c'est-à-dire on a remblayé, on a construit dans des zones inondables, on a, pareil dans la région de Pointe-à-Pitre, on a construit, et en plus de ça, on a bouché des mares, ce qu'on appelle maintenant des bassins de rétention. Tout autour, il y avait des mares qui ont été bouchées petit à petit. Alors, c'est une responsabilité partagée. C'est aussi bien les gens que les politiques, tout le monde. Et maintenant, on nous demande, il faudrait refaire des mares pour retenir l'eau de façon qu'il n'y ait plus d'eau dans Pointe-à-Pitre. Par exemple, on a vu l'autre jour, il y a des pluies, on aura de plus en plus de pluies. En 2012, on a eu des pluies trentenaires et qui ont été, on a eu 1 mètre d'eau dans Pointe-à-Pitre. Mais paradoxalement, la vieille ville est relativement épargnée. C'est plutôt le reste de ce qu'on peut appeler la nouvelle ville qui a été endommagée. Michel Corbin, vous avez contribué à la réalisation de grandes réalisations ici, de grands chantiers. Quels sont, au niveau de l'aménagement, les constructions qui, j'ai envie de dire, vous piquent les yeux en Guadeloupe? Piquent les yeux, c'est-à-dire qui vous dérangent, des incohérences qui auraient été faites, de mauvais choix? C'est plutôt des choix d'urbanisme qu'on dit, c'est pas tellement les constructions. Je pense qu'avec un bon urbanisme, on doit avoir de bonnes constructions. Je ne veux pas mettre en cause quoi que ce soit, mais il y a un déficit d'urbanisme qu'il faudrait reprendre, c'est-à-dire réaménager, réfléchir sur l'aménagement du territoire. Et Saint-Martin, c'est le cas. Il ne faut pas s'emballer à reconstruire tout de suite, immédiatement, tout ce qui a été cassé. Il faut réfléchir si on doit reconstruire au même endroit des choses qui n'avaient rien à faire là, par exemple. Le principal quotidien régional avait titré récemment sur la nécessité pour chaque Guadeloupéen de construire une pièce bunker. Vous avez d'ailleurs été interrogé là-dessus. Expliquez-nous un petit peu pourquoi est-ce nécessaire. À partir des années 30, après le cyclone de 28, il y a eu une modification extraordinaire dans la construction. Il y a on a eu à partir de 40, grosso modo, il y a eu ce qu'on appelle des logements, et j'ai des traces dans les archives de mon père, qui était aussi architecte, de maisons construites avec des dalles anticyclones, à savoir des petites dalles assez fines sur lesquelles on posait des charpentes, de façon à abriter la famille. Alors moi, ce que je suggère, c'est que dans chaque maison maintenant, on puisse construire une pièce, au moins une pièce en dur, qui serait complètement fermée, avec une petite ventilation, de façon à ce qu'on puisse se réfugier sans avoir à quitter le domicile. Et cette pièce pourrait avoir de l'eau, anciennement, il y avait des citernes partout, il y avait de quoi s'alimenter. Il faut refaire ce qu'on a perdu. On savait faire avant. Et maintenant, on a perdu le savoir-faire. C'est assez étonnant comme réflexion. Ça veut faire avant. Pourtant, on a été dévasté par Hugo en 89. Oui, mais on va recommencer, parce qu'on n'a rien eu en Guadeloupe, ça, ici. On n'a rien eu, ça fait 28 ans c'est ça, 28 ans. Saint-Martin a souffert. Craignez-vous justement un phénomène du type Irma, voire plus, qui est maintenant qui est classé en catégorie 6? C'est à craindre, c'est à craindre. Alors on va discuter, les ingénieurs avec les architectes et l'État. Vous craignez pour le bâti guadeloupéen? Pas plus que ça. Globalement, on construit bien en Guadeloupe, globalement. Si vous regardez par rapport aux îles qui nous entourent, je ne parle pas d'Haïti, mais des îles qui nous entourent, globalement, on a un savoir-faire qui date aussi bien sur le plan sismique, dont on ne parle pas, mais qui va arriver aussi, que sur le plan cyclonique, globalement. Michel Corbin, merci. On a des problèmes d'eau, on a souvent des problèmes d'eau, et l'eau détruit énormément. Est-ce qu'il y aura une consultation, justement, une réflexion des architectes là-dessus pour aider les décideurs locaux à prendre les bons engagements? C'est indispensable. Êtes-vous écouté? On le sera, oui, il faut. Michel Corbin, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir sur cette question aussi délicate et qui préoccupe énormément de Guadeloupéens, car nous sommes tous concernés. Et on peut le comprendre. Direction maintenant la Guyane, 1,8 million d'euros, c'est le montant des fraudes aux allocations familiales l'an dernier. La CAF a décidé de partir en croisade contre ces fraudeurs. La semaine dernière, elle a signé une convention avec la collectivité territoriale qui devrait renforcer ses compétences en matière de sanctions. On regarde le reportage de Jonathan Lariot.
1,8 million d'euros de fraude pour les allocataires guyanais, résultat de contrôles réalisés par la Caisse d'allocation familiale pour l'année 2016. La Guyane passe de 63 cas frauduleux à 263 en l'espace de 5 ans. Et en tête de liste, les fraudes par fausse déclaration de revenus. L'enquête menée par le nouveau département de recherche de fraude de la CAF, menée de 2015 à 2016, ouvre une nouvelle perspective de contrôle des allocations de l'État. La mise en place d'une unité dédiée a contribué fortement aussi à la prise en charge d'un certain nombre de dossiers. Nous avons renforcé nos équipes qui travaillent donc sur la fraude avec un certain nombre d'objectifs. C'était plus une nécessité parce qu'il ne faut pas oublier que la Caisse d'allocation familiale verse des prestations, donc gère des fonds publics et a aussi des comptes à rendre sur la gestion de ces fonds publics. Donc nous devons en permanence nous assurer du versement du juste droit des prestations familiales. En plus de ces allocataires, depuis jeudi dernier, la CAF prend désormais aussi en charge le suivi des dossiers des bénéficiaires du RSA à travers une convention signée avec la CTG, ancienne gestionnaire de ces fraudes. Elle attribue cette gestion à un système de contrôle qui peut aller très loin. Ça ralentissait énormément le traitement et la prise en charge de la fraude par la CTG et par la CAF. Le dossier donc était d'abord, dans un premier temps, traité à la Caisse d'allocation familiale, puis dans un second temps, était traité à la CTG, ce qui dissociait les sanctions prononcées par les deux organismes. La CAF peut aller récupérer des informations auprès des impôts, auprès de l'URSSAF, RSI, également de la CGSS, de la Sécurité sociale. On peut également interroger la préfecture. Il faut savoir que la CAF dispose d'un droit de communication auprès des banques également, ce qui nous permet de récupérer des informations bancaires. Grâce à ce nouveau système de contrôle, la CAF a aujourd'hui récupéré plus de 3 500 000 € de sommes trop perçues. Pour une première année, le bilan est donc positif, mais les contrôles ne s'arrêteront pas là. Ils continueront d'être effectués sans interruption. Et nous restons à Cayenne où le pôle économique de l'accord de Guyane s'est réuni ce matin. Il était question d'une directive européenne qui pourrait modifier le cadre de travail des secteurs bois, énergie et aménagement notamment. Le détail avec Gaël Ouassim. Les nouvelles normes européennes environnementales inquiètent les filières agricoles, forestières et minières. Des nouveaux seuils pour l'ouverture de pistes forestières et pour la déforestation ont été fixés. Appliquée depuis le début de l'année, elle est inadaptée au territoire selon le collectif. Cette loi environnementale, c'est pas forcément un mal. Il faut du contrôle, bien entendu. D'ailleurs, nous, dans l'exploitation forestière, on a fait le grand écart pour certifier l'ensemble des massifs forestiers guyanais en éco-certification, en exploitation à faible impact. On est sûrement à un niveau extrêmement élevé d'exigence dans notre métier par rapport à ce qui peut se passer dans le reste du monde. Et je ne pèse pas mes mots, je pèse mes mots quand je dis ça, parce que c'est vraiment une réalité. Aujourd'hui, on nous en rajoute encore. Mais surtout, ce qu'on nous rajoute, il y a un moment, ça devient inatteignable pour notre territoire. Cette directive serait un véritable frein qui entraînerait des difficultés au sein de tous les secteurs représentés dans le pôle économique des accords de Guyane. Alors, à notre connaissance, parce qu'on ne connaît pas tous les dossiers qui ont été présentés, mais en revanche, dans le secteur minier, nous avons des dossiers qui ont été retoqués ou qui ont demandé une étude d'impact. Et puis le bois, celui du bois qui est particulièrement criant, alors qu'il y a des fonds européens à disposition pour la construction des pistes, eh bien, on va se retrouver avec un arrêt de la construction parce qu'il y a un surcoût qui est démesuré. Donc aujourd'hui, on marche sur la tête. On nous donne d'un côté des fonds européens pour développer le territoire qui est en retard, et puis de l'autre côté, on a la transcription d'une directive européenne qui est surtranscrite et qui vient bloquer les projets ici en Guyane. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut et mettre en adéquation tout ça, parce que sinon on ne va pas y arriver. Le secteur de l'agriculture, le BTP, le tourisme et l'aménagement sont également affectés et se plaignent de cette directive européenne sur leur activité. Et puis retour chez nous, le nouveau commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Pointe-à-Pitre a été nommé. Il s'agit du chef d'escadron Guillaume Martin, venu de la compagnie de Briançon dans les Hautes-Alpes. Il a été nommé depuis le 1er août, mais c'est aujourd'hui, lors d'une cérémonie solennelle, qu'il a pris officiellement ses fonctions. Il aura désormais les 122 hommes que compte la gendarmerie de Pointe-à-Pitre sous son commandement. Yvan Lemar a pu recueillir ses premières impressions. On l'écoute. Mon prédécesseur m'a laissé un très bon bilan. Le signe du destin, c'est que mon prédécesseur, c'est aussi un ami de longue date. On était à l'école ensemble. Les 2 dernières années, il a fait chuter la délinquance sur la compagnie de Pointe-à-Pitre de manière significative. Donc le challenge qui m'est donné de relever, c'est de m'inscrire dans cette lignée et de continuer à faire baisser la délinquance.
J'ai 4 nouveaux commandants d'unité qui sont arrivés sur la compagnie, qui prennent aussi leur marque et qui essayent aussi de s'inscrire dans cette ligne de conduite. Donc après 2 mois sur place, on a une première réunion au mois de septembre où on commence effectivement à voir où est-ce qu'il faut qu'on soit le plus actif pour continuer à faire reculer cette délinquance. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes, une journée pour tout savoir sur ces droits pour les seniors de la ville de Petit-Canal. Et puis nous réviserons nos grands classiques avec la recette de la fricassée de lambis. Mais avant de stimuler nos papilles, nous poursuivons notre série de reportages consacrés à la Semaine bleue. Aujourd'hui, une journée de sensibilisation aux nouvelles règles de la conduite était organisée à l'attention des seniors à la ville du Gosier. L'occasion pour ces derniers de rafraîchir leur connaissance du code de la route. Reportage Yvan Lemar. Selon les estimations de la sécurité routière, la mortalité des seniors de 65 ans et plus en 2016 en France est en augmentation de 6%. Un constat à l'origine de ce projet. L'objectif, c'est de recycler les personnes âgées qui ont passé le permis depuis un certain temps et qui, je pense, vu l'évolution du code de la route, qui mérite de faire un recyclage afin de découvrir les nouveaux panneaux. Durant la matinée, plusieurs thèmes ciblés ont été abordés. Dans un premier temps, on est parti sur de l'accidentologie, c'est-à-dire les chiffres de l'accident sur la métropole et sur la Guadeloupe. Ensuite, on a un peu de sensibilisation, leur expliquant que la santé peut être aussi une barrière à leur âge et sur la conduite. Et ensuite, après, on va partir sur toute la phase du code de la route. Revenir un petit peu sur les points essentiels du code de la route. Nouvelle loi, influence de la santé sur la conduite ou comment gérer certaines situations du quotidien, autant d'éléments qui ont permis de rassurer certains participants. C'est très important dans la mesure que nous avons chez nous une telle fragilité actuellement physique quand nous conduisons au niveau de la vue, au niveau de l'audition, au niveau de la réaction, au niveau du réflexe. Et ça, effectivement, permet à nous de voir comment réagir dans des circonstances différentes. Ça nous rassure ici en tant que conducteur qui a autant d'années de permis, parce que quand tu regardes à notre niveau-là, il y a des gens qui ont 50 ans de permis, et moi j'ai 49 ans, alors vous vous rendez compte. Donc, ça nous permet de réagir et de voir qu'effectivement, de nous mettre en situation au quotidien, si vous voulez. Une évaluation de cette matinée est prévue afin de mettre en place d'autres actions durant l'année. Et ce mardi rimé avec journée d'information pour les seniors de la commune de Petit-Canal. Au hall des sports, de nombreux professionnels de santé mais aussi des juristes étaient rassemblés pour aiguiller les personnes âgées, souvent démunies et mal informées sur les aides et les solutions qui s'offrent à eux. Reportage Linda Kayarsi, Karen Diama. Trouver les bonnes informations, les bons conseils en rapport à leur âge avancé. Les seniors de Petit-Canal ont pu profiter ce matin d'un regroupement de professionnels à proximité de leur domicile. Les autres années, on avait l'habitude de voyager avec nos seniors, d'aller visiter les autres communes, on a profité de la visite au Mémorial Act, on a déjà été dans des restaurants, on a déjà été au site de Beauport. Et cette année particulièrement, nous avons souhaité mettre à disposition à nos seniors un ensemble d'activités qui sont proposées par des exposants. Et c'est vrai qu'on a fait le choix des exposants qui peuvent informer sur la succession, sur le logement, comment adapter son logement par rapport à sa situation, à sa motricité qui peut être peut-être limitée. Outre les incontournables, comme la prévention du diabète ou encore le bien manger, les aînés ont pu bénéficier de conseils d'avocats sur certaines démarches juridiques. Nous sommes là aujourd'hui pour expliquer aux personnes âgées comment organiser leur succession de leur vivant. Parce que la loi le permet et ça permet surtout de faire en sorte que leur volonté soit appliquée à leur décès et surtout d'éviter des conflits entre frères et sœurs. On peut leur parler de pension de réversion, leur parler de testament et aussi on leur explique comment se privilégier entre eux, c'est-à-dire des donations entre époux ou encore souscrire un contrat d'assurance vie. Bien loin de toutes ces préoccupations,
Simone a, elle, été ravie de trouver le stand voyage. C'est très important parce que moi, j'ai déjà voyagé avec justement cette compagnie, plusieurs endroits, avec plaisir. Ah oui, c'est une très bonne chose. On est en groupe, on n'est pas seul, on est accompagné. Et généralement, tous les voyages que j'ai faits, c'était toujours intéressant. La semaine bleue s'achèvera le 8 octobre prochain. Et je vous l'avais annoncé dès le début de ce journal, depuis dimanche, la pêche au lambi est ouverte. L'occasion pour nous de nous intéresser à l'un de ces grands classiques de la cuisine créole, la fricassée de lambi. Préparer la vraie recette avec la chef Nicole Grégo, qu'on peut rencontrer Moïse Dexter et Patrick Curie. On regarde. On se prépare une petite fricassée de lambi aujourd'hui, avec aussi en entrée une salade de lambi que nous appelons la coupe de lambi. Suivez-nous. La fricassée de lambi, on va la préparer ensemble. On n'a plus à présenter le lambi puisque tout le monde sait que c'est un mollusque qui vit dans ce coquillage. Et puis, c'est une recette de base où tout le monde entier aime beaucoup la fricassée. Ceci dit, le lambi se prépare à toutes les sauces. Dans notre marmite, on presse nos tomates. On enlève la queue de la tige. On met nos cives, nos branchages de persil et de thym. On rajoute notre huile de roucou. Voilà, on a mis nos petits ingrédients. Ça devrait mijoter tranquillement. Le lambi, on ne le bat plus. Donc, on fait cuire notre lambi dans un bouillon avec de l'ail, un bouquet garni, des clous de girofle, du sel. Dans ce bouillon, on récupère le lambi, on le fait cuire à feu doux. Pourquoi? Parce que quand on le fait bouillir, ça nous fait évaporer le jus et il doit garder sa saveur. Donc, c'est à feu doux. Pourquoi à feu doux? Parce que lorsqu'il est bouilli trop vite, le jus s'évapore et la saveur du lambi s'en va. Le truc, c'est qu'une fois que le piment est rouge et la tomate est rouge, donc faut bien qu'on fasse attention au moment de servir. On verse notre lambi, on continue le couvercle est mis. Alors pendant que la fricassée cuit, pourquoi pas faire une entrée aussi avec le lambi, ce qu'on appelle la coupe de lambi. En fait, c'est tout bonnement une salade de lambi, des petites herbes, du citron, un peu d'ail, avec ceci, il n'y a plus qu'à servir, dresser l'assiette avec un petit riz aux épinards aujourd'hui et des petits légumes pays. On peut déjà goûter et même vous souhaiter bon appétit. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. 3 associations locales proposent un accueil téléphonique aux sinistrés des ouragans Irma et Maria, que ce soit à Saint-Martin ou en Guadeloupe. Il s'agit de l'association Trait d'Union, de Initiative Éco et Guadave. Toutes les informations sont indiquées sur votre écran. Les numéros de téléphone joignables de 9h à 17h. Et l'équipe de l'établissement Français du Sang vous donne rendez-vous demain directement au CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme de 8h à 18h. Et puis route de Guadeloupe vous informe que la circulation est interdite toujours entre Barboteau et Pointe-Noire, c'est-à-dire la route de la traversée de 8h à 16h. Elle est ensuite réouverte aux automobilistes le reste de la journée. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 3 octobre. À la une ce soir, nous l'avons vu, le Tonnerre, l'un des plus gros navires de la Marine nationale, a fait escale aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Le bâtiment de projection et de commandement était venu prêter main forte aux sinistrés de l'ouragan Irma, que ce soit à Saint-Martin ou encore en Guadeloupe. Il ira prochainement en Martinique. Et l'aide humanitaire ne faiblit pas pour aider les sinistrés de Saint-Martin. Les sociétés de distribution se joignent aussi au combat. Linda Kayarci en a rencontré une qui a choisi le Rotary Club pour acheminer sa marchandise à bon port dès demain. Et la CAF part en croisade contre les fraudeurs en Guyane. Fausses déclarations de revenus, dissimulation de l'emploi.
1,8 million d'euros ont été ainsi escroqués aux allocations familiales. L'an dernier, l'organisme a signé une convention avec la collectivité pour renforcer sa capacité de sanction. Et puis le lambi, la star des assiettes des fêtes de fin d'année, de retour sur nos tables. À l'ouverture de sa pêche, les amateurs de ce mollusque vont se régaler. L'occasion pour nous de vous mettre l'eau à la bouche avec la recette de la fricassée de lambi ce soir. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Avant de refermer cette édition, un dernier mot sur cette disparition aujourd'hui. Le trompettiste d'origine marie-galantaise, Édouard Ignol, plus connu sous le nom de Café, qui s'est éteint aujourd'hui. L'homme était malade, handicapé par la vie et ne se reproduisait plus. Mais il a su imposer sa marque et laisse au patrimoine musical de la Guadeloupe un héritage fait de volupté, d'anticipation et de tendresse. Merci d'avoir choisi, en tout cas, ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. On se retrouve demain à 18h45, un peu plus tôt, avec Eddy Planté. À demain.